Bien, bonjour à tous. Alors donc après le webinaire donc de vendredi qui était plutôt orienté pour la partie usage de Microsoft 365, où à la fin on avait justement fait un focus sur l'importance de la sécurité des données et de mettre en place une gouvernance autour de la gestion de vos données en entreprise, qui n'est pas un sujet qui est propre à Copilot, hein, c'est déjà un sujet de base, de fond au travers de Microsoft 365. Donc aujourd'hui, on vous propose donc un webinaire dédié aux informaticiens. Donc ça sera beaucoup plus technique que la présentation qu'on a fait vendredi. Ici, le sujet est vraiment de voir quels sont tous les aspects, tous les préparatifs à faire en entreprise pour pouvoir déployer Copilot au mieux au sein de votre organisation et de voir également l'accompagnement des utilisateurs que l'on fait dans cette phase de déploiement. Je m'appelle Benjamin Aumaille, je suis le directeur des opérations de ENI Service. Donc moi, je vais faire juste cette partie introductive et je reviendrai à la fin également pour la partie des questions-réponses. Et ce webinaire sera présenté par Mathieu Pied, qui je laisserai le soin de se présenter juste après. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le groupe ENI, c'est un groupe qui existe depuis 1981. La première entité du groupe, ce sont les éditions ENI, qui est le premier éditeur français d'ouvrages informatiques. Ces ouvrages que vous retrouvez également sous forme digitale, donc vous pouvez également consulter en ligne. On est également créateur de vidéos de formation, de modules de formation e-learning et également de certifications professionnelles. Ensuite, deuxième entité du groupe, qui d'ailleurs historiquement est la première, c'est l'école informatique. Donc une école qui forme au métier de l'informatique, donc formation initiale au métier de l'informatique, des formations diplômantes de Bac+2 à Bac+5. Nous avons également un titre ingénieur qui a ouvert en septembre dernier. Et pour finir, ENI, le centre de formation informatique, que nous représentons aujourd'hui avec Mathieu. Donc nous assurons des prestations de formation auprès des salariés d'entreprise sur des formations plutôt courtes, de l'ordre de 1 à 5 jours, qui sont dispensées en présentiel ou à distance. Voilà. Et donc je rentre un peu plus dans le détail sur l'offre de nos formations. Dans notre catalogue de formation, on a un peu plus de 550 formations à notre catalogue. Donc on couvre exclusivement les domaines de l'informatique. On va adresser à la fois les formations pour les utilisateurs dans le domaine de la bureautique, du travail collaboratif, et donc de Copilot dans ce cadre-là. Également toutes les équipes, les graphistes, les équipes de communication, marketing, les gens qui font également du dessin industriel. Et ensuite, l'ensemble des informaticiens, aussi bien les développeurs, les administrateurs système et réseau, les administrateurs cloud, les administrateurs de bases de données, les experts en cybersécurité. Donc on couvre tous les aspects, de l'informatique moderne, au travers de notre catalogue de formation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, de préférence dans le module de conversation, tout au long du webinaire. Moi, je les noterai au fur et à mesure, et on aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Voilà, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse ou on est un peu incertain sur notre réponse, dans tous les cas, on vous apportera une réponse. On reviendra dessus en fin de webinaire. En fait, on a mis en place un digipad, qui sera un lien, une URL qu'on vous partagera, dans laquelle, sur ce digipad, on viendra y mettre l'ensemble des questions et des réponses qu'on aura données à l'issue du webinaire. Donc, vous pourrez comme ça consulter tout ultérieurement. Et donc, je passe la main à Mathieu, qui va se présenter et qui va dérouler le contenu de notre webinaire. Bon webinaire. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Donc je me présente, Mathieu Piette. Je suis salarié ENI Service depuis bientôt 2 ans maintenant, spécialiste donc sur les technologies cloud de Microsoft 365 et de la Power Platform. Je suis certifié administrateur expert. Je travaille sur les technologies 365 depuis bientôt 10 ans maintenant,
Avant, je travaillais en ESN et donc j'installais et je suivais les infrastructures Microsoft 365. Bien entendu, depuis que je travaille, j'étais sur les technologies on-premise et je suis naturellement venu sur les technologies 365. Au sommaire de notre webinaire, on va faire une introduction et une vue d'ensemble sur Copilot pour Microsoft 365. On s'attardera un petit peu sur la vérification des prérequis techniques et des licences nécessaires pour utiliser notre Copilot. On parlera ensuite gestion des accès, classification des données et sécurité. Et puis une partie sur l'adoption de Copilot en entreprise, donc par le biais d'une équipe référente. Et puis on fera une conclusion et puis les réponses et les questions. Microsoft Copilot, c'est un outil de productivité et qui est alimenté par l'IA et est intégré à Microsoft 365. Il utilise notamment les modèles de langage de grande envergure ou les Large Language Models, LLM, pour améliorer les fonctionnalités des applications 365 en fournissant une assistante intelligente en temps réel. On va retrouver notre Copilot dans Word, dans Excel, PowerPoint, Teams, etc., etc. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure sur les LLM. Cette technologie est conçue pour augmenter la productivité, libérer la créativité et aider à effectuer des tâches de manière plus efficace. Copilot fonctionne en conjonction avec les données d'une organisation par le biais de Microsoft Graph pour offrir des services tels que l'écriture, la synthèse, la création de contenu au sein des applications, comme par exemple sur Teams, on pourra résumer des réunions, ou à partir d'un document Word, on pourra générer une présentation sur PowerPoint. Copilot possède également un business chat disponible sur Teams ou sur votre navigateur à partir de la page d'accueil office.com. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs applications et leurs données de manière conversationnelle, vous leur permettant ainsi donc de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, telles que résumer des résumés, ou alors faire des recherches de contenu sur les différentes ressources auxquelles ils ont accès. Un petit peu d'histoire sur l'IA avant de commencer. Donc l'IA a émergé comme une discipline scientifique à part entière dans les années 50. Les premiers chercheurs en IA ont exploré divers domaines tels que la résolution du problème, les jeux d'échecs, la logique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Au cours des années 70 et 90, l'IA a connu des périodes de ralentissement, puis de reprise, souvent causées par des attentes un peu excessives, un manque de financement ou des limites technologiques. Malgré cela, l'IA a réalisé des progrès importants dans les domaines tels que l'apprentissage automatique, la robotique et le raisonnement probabiliste. L'IA a connu un essor dans les années 90 et 2000, grâce à l'augmentation de la puissance de calcul, de la disponibilité des données, de l'émergence du web et de l'amélioration des algorithmes. Elle a commencé à être utilisée dans des applications commerciales, industrielles, militaires et grand public. Vous avez par exemple la reconnaissance vocale, la traduction automatique, les moteurs de recherche et les jeux vidéo. Depuis les années 2010, l'IA dite moderne est marquée par l'avènement du big data, le cloud computing et l'apprentissage profond, ou en anglais le deep learning. Ces technologies ont permis à l'IA de réaliser des percées dans les domaines tels que la reconnaissance d'images, la synthèse vocale, la conduite autonome, et des victoires sur les meilleurs joueurs au monde sur des jeux complexes comme le Go ou le poker. Puis, l'IA générative, arrivée en 2021, permet de créer des nouveaux contenus écrits, visuels et auditifs à partir des requêtes ou des données existantes. Requêtes qu'on peut appeler prompt en anglais dans notre contexte. Avant de continuer, on va s'attarder un petit peu sur du vocabulaire plus lié à l'intelligence artificielle. Et nous allons nous attarder sur quelques mots que nous avons déjà un petit peu employés, qui sont à la base du développement de ces IA. En premier lieu, nous avons les algorithmes. Ces algorithmes vont permettre de faire fonctionner l'IA
mais ils ne se comportent pas tout à fait de la même manière que les algorithmes classiques. En effet, ils sont une classe bien spécifique, ils ne reçoivent pas d'instructions et sont à même d'apprendre en toute autonomie à partir des données. L'intelligence artificielle, donc c'est la simulation des processus de l'intelligence humaine par les machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus comprennent l'apprentissage, le raisonnement et l'autocorrection. Ensuite, on a l'apprentissage machine, ou en anglais le machine learning, qui est un sous-ensemble de l'IA et qui implique l'utilisation des techniques statistiques pour permettre aux machines d'améliorer leurs tâches avec l'expérience. Puis l'apprentissage profond, le deep learning, qui est une technique d'apprentissage automatique dans laquelle des couches de réseaux neuronaux sont utilisées pour traiter les données et prendre des décisions. Et ils sont notamment appliqués à des domaines tels que la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel. Et pour en finir donc avec le large language model, langage de grande envergure, qui lui est une catégorie de modèles basés et entraînés sur d'immenses quantités de données, que ce soit des livres, des articles, des sites web, etc. Cela les rend capables de comprendre et générer du langage naturel ainsi que d'autres types de contenus. En conséquence, ils peuvent effectuer un large éventail de tâches et ils sont basés, entre autres, sur le machine learning et le deep learning. Microsoft Graph et le modèle sémantique. Graph est une plateforme de développement d'API Microsoft qui connecte plusieurs services et appareils. Il s'agit d'une API RESTful qui vous permet d'accéder aux ressources des services cloud de Microsoft. Un utilisateur authentifié sera en mesure d'effectuer des requêtes sur l'API Microsoft Graph. C'est également une passerelle vers les données et l'intelligence de Microsoft 365. Il fournit un modèle de programmation unifié que vous pouvez utiliser pour accéder à la quantité énorme de données dans Microsoft 365, Azure, etc. Et vous avez le Semantic Index Knowledge Graph. Copilot se base dessus également. C'est une technologie clé qui alimente Copilot en arrière-plan. Il indexe des milliards d'objets, de concepts, de relations liés les uns aux autres. Il connecte les informations comprises par les services Microsoft tels que Bing et Microsoft 365. Il donne ainsi à Copilot une base de connaissances riche. L'index sémantique est également capable d'intégrer des données d'applications tierces au connecteur Graph et aux plugins pour Copilot. Et des milliers de plugins sont en cours d'intégration justement pour étendre les fonctionnalités de Copilot. Grâce à l'index sémantique, mais aussi au LLM, et au contexte des prompts des utilisateurs et à Graph, Copilot pour Microsoft 365 possède des garanties afin d'inclure le bon contenu dans ses réponses, même pour des recherches d'entreprise. Copilot est une technologie nouvelle qui bouleverse notre manière de travailler, et afin de se préparer au mieux à utiliser cette nouvelle technologie, il est recommandé de suivre un certain nombre d'étapes pour optimiser son déploiement. Je vais vous proposer une chronologie. Bien entendu, elle n'est pas figée. Chaque entreprise aura à cœur d'effectuer les étapes dans l'ordre qu'elle souhaite en fonction de ses besoins et de ses contraintes professionnelles. En premier lieu, on vérifiera les prérequis nécessaires pour bénéficier d'une licence Copilot pour les utilisateurs. La gestion des accès, la classification et la sécurité des données. Comment préparer ces données pour les utiliser avec Copilot. On parlera de la gestion des plugins pour Copilot. Ensuite, nommer une équipe référente pour l'adoption de Copilot auprès des utilisateurs. Attribuer les licences aux utilisateurs, bien entendu. Et puis, un dernier point sur la maximisation et l'adoption et estimer le ROI. La vérification des prérequis. Les entreprises doivent s'assurer des éléments suivants. Avoir un locataire Microsoft 365 ou un tenant en anglais, c'est essentiel.
Les utilisateurs doivent avoir un plan de licence de type Microsoft 365 Business, Éducation ou Entreprise. Les licences Copilot pour Microsoft 365 sont disponibles sous forme d'add-on. Pour profiter pleinement de l'expérience fournie par Copilot, il est recommandé d'installer les applications Microsoft 365 Apps sur l'ordinateur ainsi que Teams. Elles fonctionnent aussi également sur les applications online. Pour utiliser sur Outlook, vous aurez besoin de la nouvelle version d'Outlook. Bien que Microsoft, au départ, ne voulait pas l'implémenter sur l'Outlook classique qui disparaîtra à terme, finalement, il s'avère qu'ils ont changé d'avis puisque l'on voit apparaître quelques fonctionnalités de Copilot sur l'Outlook classique, mais pour l'instant, elles ne sont pas toutes disponibles, contrairement à l'Outlook, à la nouvelle version d'Outlook. L'utilisateur devra également disposer d'au moins 1 Tera de stockage sur son OneDrive. Le canal de mise à jour des applications 365 devra être défini sur le mode Current Channel ou Monthly Enterprise Channel, donc respectivement canal actuel ou canal d'entreprise mensuel. Et ça, donc c'est pour les mises à jour de Copilot, il y en a énormément, donc c'est indispensable. Bien entendu, disposer d'une connexion Internet et vérifier la configuration de vos solutions de sécurité réseau, surtout si elles sont relativement restrictives. Et puis, avoir l'enregistrement automatique d'activer pour les usages de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint. La gestion des accès, la classification et la sécurité des données. Les entreprises doivent contrôler les accès, organiser, étiqueter, gérer le cycle de vie et sécuriser les données dans Microsoft 365 pour permettre à Copilot de trouver et de recommander des informations pertinentes. Il est très important que tous les collaborateurs accèdent uniquement au contenu dont ils ont besoin pour travailler et pas au reste. Pour réaliser toutes ces actions, nous allons utiliser des outils disponibles dans le portail de conformité Microsoft Purview. Ce portail, dédié à la gouvernance et à la conformité des données, n'est pas uniquement présent pour Copilot, c'est un ensemble de solutions permettant de mettre en œuvre la gouvernance et la conformité des données en fonction des contraintes et des obligations professionnelles de chaque entreprise. Pour sécuriser, contrôler les accès, nous pourrons également utiliser des outils disponibles sur le centre d'administration Microsoft 365 ou sur Entra ID. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur des outils suivants. La restriction de la création des équipes Teams, qui derrière ont des groupes 365. La gestion des partages sur le centre d'administration SharePoint. Les Access Review au niveau du portail Entra ID. La gestion des élévations des privilèges et des révisions des accès. La consultation des audits sur le portail Purview. La classification des données. Le Data Lifecycle Management pour gérer le cycle de vie des données. Le Data Loss Prevention pour éviter que les données sortent de l'entreprise, des données sensibles. Et l'Information Protection, les étiquettes de sensibilité pour protéger le contenu sensible. Donc tous ces derniers sont également sur le portail Purview. Nous allons voir donc en détail dans les diapositives suivantes. Mais avant tout, vos données restent privées. Copilot pour Microsoft 365 utilise les données de votre organisation en respectant les permissions d'accès définies à minima en lecture seule pour chaque utilisateur individuel, que ce soit sur les événements de calendrier, les courriels, les chats, les documents, les réunions, etc. Grâce à Graph, les données sont cartographiées ainsi que ses relations, fournissant des informations personnalisées, pertinentes et exploitables. Microsoft utilise les services Azure OpenAI et non ceux d'OpenAI. Il s'agit d'instances dédiées à Copilot et les clients sont isolés logiquement par locataire, comme pour Microsoft 365. Ainsi, vos données restent sécurisées au sein de votre locataire, et ce, conformément aux politiques existantes en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité. Les instances Azure OpenAI sont réparties sur les centres de données dans le monde,
mais elle se limite à l'Europe si votre locataire Microsoft 365 se situe dans cette région. Dans le cadre de l'utilisation des plugins avec Copilot, et nous en reparlerons un peu plus tard, et notamment quand les utilisateurs utilisent Copilot avec Bing, il est possible d'activer une fonctionnalité pour protéger le contenu énoncé dans les prompts. Ainsi, toutes les conversations entre vous et votre assistant sur Bing ne seront pas mémorisées. Il s'agit du Commercial Data Protection. Donc cette fonctionnalité est activée par défaut et elle peut être désactivée dans la liste des applications d'un utilisateur dans la partie gestion des licences sur le centre d'administration 365. La restriction des équipes Teams. Il est essentiel de contrôler la création d'équipes sur Microsoft Teams. N'oubliez pas que derrière une équipe Teams se cache un groupe Microsoft 365. Ce type de groupe est composé d'une adresse email, d'un site SharePoint et d'une équipe Teams, plus autant de sites SharePoint qu'il n'y a de canaux privés et canaux partagés. Ça vous permettra donc de maintenir une structure organisée et éviter la prolifération des équipes. En effet, cette dernière peut conduire à la confusion, à la duplication des informations, pouvant potentiellement y accueillir des données sensibles. N'oubliez pas que Copilot est capable d'accéder à toutes les ressources à partir du moment où l'utilisateur possède à minima un accès en lecture seule. Cette restriction permet également de diminuer la lourdeur administrative pour les équipes IT face à la prolifération des sites SharePoint. Pour bloquer la création d'équipes, vous pouvez créer un groupe de sécurité dans Entra ou synchroniser un groupe de sécurité depuis votre Active Directory on-premise. Et seuls les membres de ce groupe auront l'autorisation de créer des nouvelles équipes sur Teams, en plus des quelques rôles administrateurs qui ont déjà la capacité de le faire, bien entendu. Sensibilisez vos utilisateurs à l'utilisation appropriée des outils collaboratifs comme Teams et SharePoint pour éviter la création inutile de contenu afin d'encourager un travail collaboratif efficace. Dans le centre d'administration SharePoint, grâce aux fonctionnalités de SharePoint Advanced Management, donc c'est la slide de votre gauche, vous aurez également la possibilité de créer des règles permettant de surveiller les sites inactifs depuis X temps. Ainsi, les propriétaires recevront des notifications avec des rapports pour les alerter que le site ainsi que le contenu peut être supprimé. Et vous avez également la recherche restreinte, ici sur la droite, qui vous permet de bloquer l'accès à la recherche pour Copilot tant que vous n'aurez pas appliqué vos exigences de sécurité en matière de gouvernance de données sur tel ou tel site, ce qui permet de sécuriser la phase pilote ainsi qu'un déploiement rapide si vous êtes soumis à des contraintes de temps. Ces modifications sont à réaliser manuellement en PowerShell sur chaque site. Nous allons faire une petite démonstration de tout ça. Je tiens à préciser que les démonstrations, elles ont été enregistrées pour des raisons techniques et les temps de chargement au vu du timing, c'est serré sur notre webinaire. Et donc dans cette démo, on va restreindre l'accès, donc la création de nos équipes Teams à un groupe de sécurité en particulier. À partir du portail Entra, on va attendre que la vidéo charge. Voilà, ici, comme ça va être mieux. À partir du portail Entra, dans la partie groupe, les groupes settings, ici, j'ai la possibilité de bloquer la création des groupes 365 pour les membres. Par défaut, on est sur Yes et on peut le mettre à No. Si on le fait à partir d'ici, on bloque donc la création des groupes 365, enfin des équipes sur Teams pour tout le monde. L'idée va être donc de créer un groupe de sécurité et donc de l'associer à la création de nos équipes. Et pour ce faire, on va le faire en PowerShell. Sur le Learn, il y a la documentation nécessaire pour pouvoir le faire. Moi, j'ai customisé un petit script qui, en l'occurrence, me permet d'avoir plusieurs options. Je m'authentifie avec un compte Global Admin. Et ici, mon script me propose de créer un nouveau groupe de sécurité et d'appliquer la restriction à ce groupe-là, ou alors d'utiliser un groupe de sécurité existant,
ou de revenir aux options de configuration par défaut. Donc, dans l'exemple, je vais prendre le deuxième. Mon script m'affiche la liste de mes groupes de sécurité sur mon tenant. Je choisis le groupe et la configuration se déroule automatiquement. Pour le vérifier, par la suite, on pourra utiliser une commande PowerShell, mais on peut aussi utiliser directement le Graph Explorer. Le Graph Explorer, qui est une interface web qui nous permet de requêter nos API Graph. Pour l'utiliser, il faut être authentifié avec un utilisateur ayant suffisamment de droits, et je vais aller requêter ici mes groupes settings, qui va me permettre d'afficher les paramètres de mes groupes 365. Donc il y en a énormément, hein. Et nous, celui qui nous intéresse, en particulier, c'est celui-ci, l'Enable Group Creation, qui est sur False, donc la création est désactivée. Et en remontant un petit peu plus haut, le Group Creation Allow ID Group ID. Ici, on a un ID de groupe, et donc cela signifie que ce groupe-là, et donc les membres de ce groupe, ont la capacité de créer des équipes et donc des groupes 365. Je copie-colle ce groupe, je retourne sur Entra, et dans la recherche, je fais une recherche, et donc j'ai bien le groupe que j'ai choisi qui apparaît. Je vais voir mes membres, j'ai 3 membres ici dans ce groupe-là. On va faire un test. Je me connecte avec Adèle. Adèle va ouvrir Teams. Et elle va tenter de créer une nouvelle équipe. Voilà, le prompt apparaît correctement, puisque Adèle est membre de mon groupe. Je vais prendre un autre utilisateur, cette fois-ci, Alex, qui lui n'est pas membre de mon groupe 365, il est un simple utilisateur, ce n'est pas un administrateur. De même, Alex va se connecter sur Teams pour tenter de créer une équipe. Il clique sur le bouton et là, il a un message d'erreur, comme quoi il ne peut pas se connecter. La gestion des partages sur le centre d'administration SharePoint. Dans le centre d'administration SharePoint Online, vous avez plusieurs options pour gérer le partage de contenu avec des utilisateurs internes et externes allant du plus permissif au plus restrictif. Ces options vous permettent de contrôler efficacement comment et avec qui le contenu est partagé, assurant ainsi la sécurité et la conformité des données. Sensibilisez vos utilisateurs pour qu'ils tirent le meilleur parti de ces outils. Il convient d'y apporter une attention particulière car par défaut, les options sont définies sur le plus permissif. Il conviendra également de vérifier les partages anonymes sur les sites SharePoint existants. Par défaut, SharePoint ne limite pas la durée de ces partages. C'est une option que les administrateurs doivent définir ou à défaut que les utilisateurs doivent définir lorsqu'ils souhaitent partager du contenu. En conséquence, si une telle option n'est pas définie, un élément pourra être partagé à un grand nombre de personnes. Depuis le centre d'administration, vous avez la possibilité de générer des rapports afin de lister les éléments qui sont potentiellement partagés avec d'autres personnes. Attention, il conviendra d'avoir un certain niveau de licence pour effectuer ces opérations. Toutefois, PowerShell pourra vous aider si vous n'avez pas le niveau de licence nécessaire. De plus, via les outils d'audit dans le portail Purview, qu'on verra un petit peu tout à l'heure, vous aurez également la possibilité de vérifier toutes les activités réalisées par les utilisateurs et notamment les actions de partage de documents. On y reviendra tout à l'heure. Attention également aux équipes en mode public. En effet, dans ce mode, n'importe quelle personne peut s'ajouter en tant que membre dans une équipe Teams. À partir du moment où le site SharePoint contient des documents sensibles, il est indispensable de basculer en mode privé. De fait, les utilisateurs ne pourront pas s'ajouter dans l'équipe par eux-mêmes. Et vous avez également OneDrive, qui est plutôt destiné à un usage personnel par utilisateur, mais attention, à partir du centre d'administration SharePoint, et plus particulièrement dans les user profiles, il est tout à fait possible de définir un second propriétaire.
et il convient dès lors de s'assurer que chaque compte OneDrive possède bien uniquement un propriétaire, ou à défaut que cette configuration bien spécifique soit parfaitement justifiée. N'oublions pas Exchange Online. Ce dernier permet d'effectuer de la délégation. Une boîte aux lettres peut contenir des éléments sensibles. Il est important de vérifier les délégations entre les utilisateurs. Attention toutefois, pour le moment, Copilot n'est pas capable d'accéder aux délégations. Et cette fonctionnalité n'est pas prévue dans la roadmap de Microsoft. Mais certains utilisateurs aimeraient bien avoir ce genre de possibilité. Donc, par anticipation, il est conseillé d'y faire attention au cas où Microsoft écoute énormément les retours des utilisateurs. Donc, ces réglages, vous pourrez les effectuer à partir du centre d'administration Microsoft 365 ou à partir du centre d'administration Exchange Online ou en PowerShell. On va faire une petite démo. On va présenter les différentes options de partage donc, que l'on peut avoir au sein du centre d'administration SharePoint. Dans la partie Policy et Sharing, ici, je retrouve donc mes options. Par défaut, on est sur du permissif, mais on va pouvoir donc diminuer un petit peu toute cette configuration jusqu'à restreindre complètement le partage externe en diminuant les curseurs. Ici, je vais avoir d'autres options avancées qui vont me permettre notamment donc de limiter les noms de domaines avec lesquels je peux partager du contenu. Ici, je peux limiter les utilisateurs qui auront le droit de partager du contenu à l'externe. Ici, je force les utilisateurs à s'authentifier. Ici, une option qui est cochée par défaut, qui est bien décochée pour empêcher les guests de repartager du contenu pour lequel ils ne sont pas propriétaires. Ici, donc, définir l'accès de nos utilisateurs externes au bout d'un certain temps. Et puis, forcer les utilisateurs à se réauthentifier au bout d'un certain nombre de jours. Et puis, en dessous, vous avez des options par défaut. Lorsque l'utilisateur fait l'action de partager du contenu, eh bien, ces options seront placées comme vous le définissez ici. Par défaut, on est sur Edit. C'est vrai que régulièrement, quand on partage du contenu, c'est simplement juste pour de la vue, pas forcément de l'édition. Donc, pourquoi pas le mettre par défaut sur Vue. J'applique ces changements et dès lors, tous mes sites hériteront de ces partages. Mais on pourra, dans la liste des sites, modifier un petit peu ces options pour les personnaliser, ou je pourrais rendre plus restrictifs les paramètres. Étant donné que je l'ai défini dans ma partie sharing sur existing et only, je ne peux pas remonter et mettre des options plus permissives. Je peux mettre des options plus restrictives, mais pas l'inverse. Même chose, ici j'ai la possibilité donc d'ajouter des noms de domaine pour limiter le partage. Et concernant mes différentes expirations de guest et mes différents liens par défaut, je peux soit utiliser ceux de l'entreprise ou définir mes propres réglages. Et donc ça, ce sera propre à ce site-là. Pour les équipes en mode public, mode privé, les sites SharePoint, pardon, ici, à partir de mon centre d'administration SharePoint, dans les settings, je vais pouvoir également appliquer la modification et mon site qui est public, le passer en privé. Je peux le faire, bien entendu, aussi sur le centre d'administration 365 ou en PowerShell. Les Access Review. Les révisions d'accès sur le portail Entra ID au sein d'un tenant Microsoft 365 sont essentielles pour gérer efficacement les adhésions au groupe ainsi que les accès aux applications d'entreprise. Ces révisions permettent de s'assurer que seuls les individus appropriés conservent l'accès aux ressources nécessaires, incluant les équipes Teams et les sites SharePoint. Elles sont particulièrement importantes pour maintenir la sécurité et la conformité des données au sein de votre organisation. De fait, Copilot intervient uniquement sur des ressources utiles pour les utilisateurs. Même chose, on va faire une petite démonstration donc sur la création d'une Access Review.
Je suis sur mon portail Entra ID et dans la partie Identity Governance, j'ai mes Access Review. Je fais une nouvelle. Ici, je vais déterminer donc une révision d'accès pour mes teams et mes groupes. Je peux choisir tous mes groupes ou uniquement certains. Là, je prends par exemple le branch B. Je peux réviser uniquement mes guests ou sinon tous les membres. Je vais spécifier qui doit réviser. Est-ce que c'est le propriétaire du groupe ou un admin? Et je peux définir des seconds réviseurs si toutefois les propriétaires ne répondent pas. Et puis, je vais définir une récurrence. Par exemple, tous les mois, à partir du 13, sans durée de fin, on peut définir une fin. Ici, mes réviseurs auront 5 jours pour réviser les accès. Quelques options supplémentaires. Au cas où mes réviseurs ne répondent pas, on peut approuver les accès ou refuser les accès. Plus diverses options que l'on peut définir en fonction de vos besoins. Vous lui mettrez un nom et puis une description. Les descriptions sont très importantes, surtout s'il y a plusieurs administrateurs qui doivent intervenir. Ça permet de savoir ce que font les règles. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et dès lors, les réviseurs recevront tous les mois une notification par email leur listant les membres du groupe en question, leur demandant de cocher l'option s'ils ont toujours accès ou non à ce fameux groupe. La gestion des élévations des privilèges et les révisions des accès, donc qui sont gérés avec le Privilege Identity Management. Le PIM est un service de Microsoft Entra ID qui permet de gérer, contrôler et surveiller l'élévation des privilèges des utilisateurs au sein de votre organisation Microsoft 365. Il offre la possibilité de fournir un accès juste à temps aux ressources nécessaires, renforçant ainsi la sécurité et la conformité. Votre entreprise pourra également utiliser PIM pour contrôler régulièrement les élévations de privilèges effectifs au sein de l'organisation afin de vérifier qu'il n'y a pas une surutilisation des rôles administratifs. Ainsi, tout en renforçant la sécurité, vous supervisez efficacement les élévations de privilèges et les tâches effectuées par vos administrateurs en les consignant dans les logs d'Entra, évitant ainsi potentiellement les erreurs de manipulation qui pourraient, par exemple, rendre des options de partage plus permissives pour les utilisateurs. Ceci aurait alors de fait la possibilité de partager du contenu accidentellement à des personnes non concernées. Les audits sur notre portail Purview. Vous aurez la possibilité de vérifier toutes les activités réalisées par les utilisateurs et les administrateurs. C'est notamment un bon moyen pour vérifier les actions de partage de documents réalisées par les utilisateurs à partir de SharePoint ou OneDrive. Les fonctionnalités de l'audit ne s'arrêtent pas là, elles permettent de montrer énormément d'informations sur l'ensemble des applications Microsoft 365. Attention, parce que par défaut, sur un nouveau tenant, les audits ne sont pas activés. Il faut les activer, soit à partir du portail Purview, soit en PowerShell. On va faire une petite démonstration. Je suis cette fois-ci sur mon portail Purview. Et ici, j'ai mes audits. Je vais pouvoir filtrer mes recherches sur le temps. Donc ici, par exemple, on va remonter de janvier. On va filtrer donc de janvier à mai. Et je vais filtrer sur certaines activités. N'hésitez pas à être plus précis sur les filtres, car il y a énormément d'informations. Par exemple, ici sur Exchange, j'ai pas mal d'informations sur les activités diverses, comme déplacer des documents, des mails. Si je recherche sur SharePoint, pareil, j'ai pas mal d'activités que je peux auditer. Mais là, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie partage, où je vais chercher mes activités de partage, de fichiers, de dossiers, voire même de sites entiers. Et ne pas hésiter à lui mettre un nom, parce que la recherche, après, sera disponible dans la liste. Voici ce que ça va vous donner comme résultat, où ici, on voit que le 6 mars 2024, l'utilisateur admin MP a partagé du contenu à un guest, ici, un autre admin, mais qui vient d'un autre tenant. Et ici, il a partagé un contenu spécifique
qui est donc sur le site SharePoint Branch A, dans ma bibliothèque de documents, un fichier Word qui s'appelle 3. Le data classification, la classification des données, est un moyen de protéger les données d'une organisation contre la divulgation, la modification ou la destruction non autorisée en fonction de leur sensibilité. Dans Microsoft 365, il existe 3 catégories d'outils permettant de classer les données. En premier lieu, vous avez les Tunable Classifiers, les classificateurs entraînables. Ce sont des modèles basés sur l'apprentissage automatique via une IA. Un certain nombre de ces classeurs sont déjà à disposition dans le portail Purview, qui sont créés donc par Microsoft afin de catégoriser les données courantes. Si toutefois ils ne conviennent pas, pour des cas d'usage plus particuliers, chaque entreprise peut créer ses propres modèles. Ils sont automatiques, ils doivent être entraînés. En premier lieu, il faudra fournir des documents, des informations donc, qui devront être intégrées à ce classeur. L'IA apprendra de ces documents afin d'y rechercher des correspondances communes. Ensuite, dans un second temps, il faudra tester le modèle en lui fournissant d'autres documents, un mélange incluant des documents qui devront y correspondre et d'autres non. Puis, l'utilisateur, les administrateurs, devront informer à l'IA pour chaque document si elle a eu raison ou non de les mettre dans ce modèle. Ainsi, cela lui permettra de confirmer son apprentissage. Cette étape peut être réalisée plusieurs fois afin de rendre le classeur plus pertinent et éviter les erreurs. Vous avez ensuite les sensitive infotypes, le type d'information sensible. Ce sont des classificateurs basés sur des modèles. Ils détectent des informations sensibles telles que les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte de crédit, compte bancaire, etc. Ils seront plus adaptés pour détecter des informations sensibles dites courantes. Toutefois, il est également possible de créer ses propres modèles. Et puis, vous avez les EDM classifiers, les Exact Data Match, donc classificateurs avec correspondance exacte des données. Ils sont conçus pour détecter des données spécifiques en utilisant des règles basées sur des correspondances exactes. Ils sont particulièrement utiles pour identifier des informations sensibles, uniques et spécifiques à votre organisation. Lors de la création de vos EDM, vous devrez importer des données d'exemple et venir les faire correspondre avec les SIT existants. Ça peut servir pour les entreprises qui ont des acronymes métiers vraiment très spécifiques. En résumé, les Tunable Classifiers vous permettront de classer vos fichiers et vos mails les plus communs de manière automatique, avec la possibilité de créer vos propres modèles. Les SIT seront plus dédiés à des expressions régulières et des chaînes de caractères que vous pourrez retrouver dans les emails, dans les chats sur Teams et dans les documents, bien entendu. Leur pertinence pourront être renforcées grâce aux EDM afin de détecter des informations sensibles bien précises. Une fois les données classées, il sera alors plus facile de les protéger. Différents outils seront présents dans le Purview. Grâce à la classification, ces outils seront en mesure d'empêcher les données de sortir de l'entreprise, d'appliquer des sécurités supplémentaires aux données, comme du chiffrement, désactiver le mode hors connexion, appliquer des métadonnées sur des documents qui sont valables juridiquement, et bien plus encore. On va faire une petite démo sur la partie classification des données. Nous sommes sur le portail Purview. Ici, j'ai mes différents classificateurs, où je retrouve mes 3, les Tunable Classifiers, les Sensitive Infotype et les EDM. Comme vous voyez, il y a déjà pas mal de classificateurs créés par Microsoft, notamment sur du budget, par exemple, mais également sur la discrimination en fonction des langues. Vous allez retrouver aussi des classificateurs sur de la finance, sur des ressources humaines et sur des données de santé. Voilà, la liste est longue. Nos SIT,
Même principe, vous allez retrouver des classeurs déjà existants, comme les noms complets, des adresses physiques. Et si on filtre sur la France, vous retrouverez des informations comme les numéros de permis de conduire, les numéros de sécurité sociale, les cartes d'identité nationale, les passeports, des adresses physiques, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, créer vos propres classifiants. Moi, c'est ce que j'ai fait. En l'occurrence, j'en ai créé un que j'ai appelé FR Credential, qui va me permettre de rechercher des mots de passe dans des fichiers Word ou dans des fichiers Excel, par exemple, ou des identifiants de manière générale. Je peux les renforcer en créant justement un EDM que je viendrai donc ici baser sur mon FR Credential, où là donc j'ai commencé et il ne me reste plus qu'à apporter des sources de fichiers pour venir catégoriser au mieux mes informations. Par le Content Explorer, on va pouvoir explorer un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui a été analysé et classé par mes intelligences artificielles. En l'occurrence, pour mon FR Credential, il y a 54 éléments qui ont été classés, dont 16 qui ont été retrouvés dans Exchange, 36 sur SharePoint, etc. On va pouvoir parcourir nos différents conteneurs pour vérifier ce qui s'y passe. Où là, il a trouvé des éléments sur 3 sites, branch A, branch B, DEPA2. Et je peux aller jusqu'à parcourir le contenu et afficher le contenu. Alors attention, il faut un certain niveau de droit pour effectuer ce genre de choses. Mais là, effectivement, on a bien des mots de passe dans ce fichier Word, donc il a bien été marqué comme contenu sensible. Un petit point de mi-parcours. Nous avons vu comment contrôler les accès et organiser nos données. Nous allons maintenant voir la gestion du cycle de vie des données et leur sécurisation. La gestion du cycle de vie des données, le Data Lifecycle Management. La gestion du cycle de vie des données offre des outils et des capacités pour conserver le contenu nécessaire et supprimer celui qui ne l'est pas. Les politiques et les étiquettes de rétention sont essentielles pour la gestion du cycle de vie des données et peuvent être appliquées à des conteneurs tels que Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams et autres. Lorsqu'une rétention est configurée, elle peut cibler l'ensemble des conteneurs de l'organisation ou être appliquée de manière plus granulaire à un site SharePoint, un fichier spécifique à un site sur un site SharePoint ou sur du OneDrive, un canal de chat sur une équipe Teams également, mais vous allez pouvoir aussi l'appliquer sur les conversations des utilisateurs avec Copilot et bien d'autres encore. En effet, Copilot vous permet d'enregistrer les conversations que vous avez eues avec lui. C'est automatique, et ainsi vous pouvez revenir sur vos historiques de conversation et continuer l'échange quelques temps plus tard, là où vous vous en êtes arrêté. Toutes ces informations sont stockées dans votre boîte aux lettres Exchange. Grâce à cela, à partir du portail Purview, vous serez en mesure d'appliquer des politiques de rétention sur les interactions avec Copilot afin de conserver et ou supprimer selon un délai défini sur les politiques. De même, les administrateurs ayant suffisamment de privilèges auront la capacité d'utiliser le Content Search, qui est la recherche de contenu sur Purview, ou le e-discovery, pour rechercher les interactions passées des utilisateurs avec Copilot. On va aller montrer tout ça sur le portail Purview. Dans la partie Data Lifecycle Management, je vais avoir mes rétentions et mes labels sur la droite, où les rétentions, je vais les appliquer à un container en particulier. Je vais créer une nouvelle politique. Je lui mets un nom. Même principe, la description, soyez le plus précis possible. Et puis ici, je vais choisir mes conteneurs, que ce soit Exchange, OneDrive, Teams, et ici mes interactions avec Copilot. Je peux décider d'inclure ou exclure des utilisateurs, qui est valable aussi bien entendu pour Exchange, SharePoint, etc. Ensuite, je vais avoir plusieurs options. Je vais retenir les éléments pendant une période spécifique et faire de la suppression automatique après cette période-là, ou retenir le contenu pour tout le temps, ou alors juste supprimer le contenu au bout d'un certain temps, ce qui signifie que si l'utilisateur le supprime avant, ce sera supprimé. Là, en l'occurrence, je vais prendre cette option-là.
Et je prends, par exemple, 5 ans. Ce qui fait que tous les 5 ans, au bout de 5 ans, mes conversations seront supprimées automatiquement. Sur la création de mes labels, je vais retrouver sensiblement les mêmes options, mais avec un peu plus de paramétrage. Donc là, même principe, je mets un nom, une description, et ça, c'est une description pour les utilisateurs. Alors ça, c'est très important puisque les utilisateurs verront ce qui est inscrit ici quand ils sélectionneront ce label-là. Soyez donc le plus précis possible. Je retrouve les mêmes options de rétention. Ici, je vais reprendre 5 ans, mais avec ici un peu plus de possibilités. Soit je supprime automatiquement, soit je démarre une révision d'accès, où donc je pourrais notifier un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour qu'ils prennent la décision si ce contenu doit vraiment être supprimé ou pas. Ou je peux tout simplement changer de label, utiliser un autre label avec, qui va déterminer d'autres options de rétention. Je peux même exécuter un flux Power Automate avec une série d'actions qui, par exemple, pourra nous déplacer le document vers un autre site SharePoint à des fins d'archives, ou tout simplement désactiver la rétention. Ce label, une fois qu'il est créé, nous allons le publier dans les labels Policy. Je crée ma règle, je vais chercher mon label, et je décide de l'appliquer soit à tous mes emplacements, soit uniquement aux emplacements que je peux sélectionner ici. Même principe, je peux inclure, exclure des boîtes mail ou des sites SharePoint ou des comptes OneDrive. Petite démonstration, donc ici je suis sur un site SharePoint, dans une bibliothèque de documents. Je prends mon document et dans ces métadonnées, je vais pouvoir appliquer mon label. Ici, je laisse la souris dessus, j'ai un petit tips qui apparaît avec la description. Dans les propriétés avancées de ma bibliothèque, je vais pouvoir également appliquer directement mon label. Comme ça, implicitement, elle s'appliquera à tout mon contenu. Alors, bon, il y a un petit bug avec la vidéo. Ici, il ne m'affiche pas la liste, mais il me présente tous mes labels, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'application d'un fichier. Et voilà. Le Data Loss Prevention. La prévention contre la perte des données aide à protéger les données sensibles de votre organisation contre les fuites accidentelles ou malveillantes. Elle permet de définir des politiques qui identifient, surveillent et protègent automatiquement les informations sensibles à travers divers emplacements comme les courriels, les documents ou les conversations Teams. Les politiques sont extensibles au poste de travail, si vous avez donc l'agent qui est installé. Et vous pourrez bloquer notamment l'extraction des données vers un navigateur quelconque, ou d'une manière générale, vous pourrez bloquer le copier-coller, mais vous pourrez aussi bloquer l'impression des documents ou la copie des documents vers des supports amovibles, comme des clés USB ou des emplacements réseau. Les DLP seront en mesure de s'appuyer sur nos Tunable Classifier ou nos SIT pour détecter les informations sensibles en temps réel. De fait, ça va être l'outil de prédilection pour limiter le Shadow AI. Donc c'est le fait d'utiliser une intelligence artificielle qui n'est pas gérée par votre service IT. On va faire une petite démo sur nos DLP. Toujours à partir du portail Purview. Dans le Data Loss Prevention, ici, j'ai déjà une politique qui va me protéger mes identifiants que je vais pouvoir retrouver dans mes documents. Ma politique, je l'applique à mes différents conteneurs. Donc là, j'ai mis Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams et puis mes devices. Et je vais ensuite créer ma règle. Ma règle qui va donc s'appuyer sur ma classification des données et en l'occurrence ici, mon FR Credential. Et puis, au niveau de mes actions, si une action est détectée à partir des applications 365, eh bien, je vais pouvoir bloquer l'accès. Ou si c'est détecté à partir d'un appareil,
eh bien, en fonction des actions, je vais pouvoir le bloquer. Par exemple, la copie d'un contenu vers un navigateur ou un autre service cloud. Mais aussi, sur mes fichiers, s'il y a du contenu qui est copié donc, dans le presse-papier, je vais pouvoir le bloquer aussi. Je vais pouvoir bloquer également la copie du fichier sur un support amovible en USB, sur un partage de fichiers. Je vais pouvoir bloquer également l'impression, etc., etc. On utilisera aussi de la notification pour pouvoir alerter l'utilisateur, puisque des fois, ces actions peuvent être involontaires. Donc, le fait de mettre un message, ça permet d'informer l'utilisateur sur ce qui se passe. Donc, je vais avoir les notifications à partir de mes endpoints et les notifications à partir des services cloud de Microsoft, des applications cloud. On a la possibilité d'autoriser l'utilisateur à outrepasser la règle avec cette fonctionnalité-là, avec donc la possibilité de fournir une justification qui sera donc consignée dans les audits. Donc ça, on l'active ou on ne l'active pas, ça dépend des contraintes professionnelles de chaque entreprise. Et bien entendu, créer des alertes et des notifications par email pour les administrateurs en sécurité de l'entreprise, pour qu'ils puissent être alertés qu'une DLP a matché. Ma politique, je vais soit l'appliquer ou la mettre dans un mode de simulation qui permette donc de tester, on va dire, dans de conditions réelles, la politique, pour avoir donc des notifications sur du contenu si la politique est bien réglée ou non. Et une fois qu'elle est bien réglée, on peut l'activer. Faisons un exemple. Ici, j'ai mon compte admin sur Teams qui cherche à communiquer avec une personne à l'extérieur. Nestor, qui est un externe. Il initie une conversation. Sur le Teams de Nestor, on voit ici donc le bonjour de notre admin. Nestor lui répond. Et puis, Nestor va poser une question à l'admin. Donc Nestor, lui, il est sur un autre tenant, c'est un externe. Ce n'est pas du tout une personne interne à l'entreprise. Nestor fait une demande un petit peu particulière, puis l'admin va lui répondre et va lui communiquer des identifiants. À partir d'un site SharePoint, il prend un document, en l'occurrence un fichier Excel, qui contient des informations sensibles. Et même s'il est protégé par un label de sensibilité, on le verra plus tard, cela ne l'empêche pas de prendre le contenu et de le copier dans Teams et de l'envoyer. Mais là, les DLP agissent et le message est bloqué. Et quand on clique sur What can I do, ici on voit bien que mon FR Credential a été sollicité. Et vu que dans ma DLP, j'ai laissé l'override d'activer, l'utilisateur peut outrepasser la règle. Bien sûr, là, il faudra le désactiver. Nestor, lui, il voit que l'admin a bien essayé de lui envoyer quelque chose, mais que le message a été bloqué. Et s'il clique sur le lien, ça renvoie donc vers une page du support de Microsoft qui explique le principe des DLP et de la compliance. L'information protection, les labels de sensibilité, les étiquettes de sensibilité. La protection de l'information et plus particulièrement nos étiquettes de sensibilité ont à cœur de protéger les informations sensibles de votre organisation. Elles peuvent être appliquées aux documents Office, aux courriers, aux sites SharePoint, aux espaces de travail Power BI, au groupe 365, etc., etc. Ces étiquettes vont vous permettre de marquer les informations des filigranes ou créer des entêtes de pied de page, du chiffrement, limiter les accès, comme bloquer les impressions également, ou bloquer la fonction de répondre à tous ou de transférer dans les emails. Vous pourrez également bloquer la copie du contenu dans le presse-papier. Donc ça, cette option elle est intéressante, car si elle n'est pas autorisée, Copilot ne pourra pas extraire son contenu pour répondre aux attentes des utilisateurs. Vous pourrez également restreindre des fonctionnalités sur les équipes Teams ou limiter les partages depuis les sites SharePoint. Elles sont visibles dans les applications Office sur les différentes plateformes et appareils. Le même principe, on va faire une petite démo. À partir de notre portail Purview,
Dans Information Protection, j'ai mes labels. Je crée ici un nouveau label. Même principe, je lui mets un nom, une description pour les utilisateurs et une description pour les administrateurs. Je veux ensuite ici appliquer déjà dans un premier temps ma règle à un groupe uniquement, ou ici, je vais forcer la création de mon groupe en mode privé. Je l'active également pour le partage externe, éventuellement. J'ai créé mon label. Je vais ensuite le publier. Même principe que pour la rétention. Je crée les labels et je les publie ensuite. Je sélectionne ici mon label. Je peux décider de le publier pour tout le monde ou pour tel ou tel utilisateur. Et puis, ici, je peux décider de l'appliquer par défaut lorsqu'un utilisateur cherche à créer une équipe. Même principe, une description. Sur Teams, j'ai un utilisateur qui va donc créer une nouvelle équipe. Et ici, j'ai mon label qui s'applique. Et il ne peut choisir que une équipe privée. Publique et à l'échelle de l'organisation sont grisés. Ainsi, ça vous assure d'avoir uniquement des équipes privées et non publiques. Je vais retourner cette fois dans la création de mon label et je vais activer ici pour mes différents items et notamment mes fichiers où je vais gérer le contrôle d'accès pour appliquer du chiffrement et des permissions ici pour tous mes utilisateurs où je vais autoriser certaines choses. On est sur des DRM. Hein. Je vais autoriser l'édition de contenu, la sauvegarde, je n'autorise pas l'impression et je n'autorise pas l'extraction du contenu de mon document. Je ne touche pas non plus à la partie email ici. Et si jamais je l'utilise dans un fichier Excel, je vais autoriser les macros. À partir de mon site SharePoint, j'ai mon document ici qui a son label de sensibilité d'appliquer. Je le vois ici. Je le vois ici en bas au niveau du fichier, en bas à gauche. Ce fichier-là, il est partagé avec une personne interne à mon entreprise, mais qui n'est pas membre de mon site SharePoint, ici, donc avec l'utilisateur Mathieu Piette, qui a les droits d'éditer le contenu. Je me rends sur le compte de l'utilisateur Mpiette. Il va ouvrir le fichier. Ici, on voit bien que le label est appliqué. Je le vois en haut et en bas. Et lorsqu'il fait un clic droit, la fonction copier est bloquée. Il va pouvoir copier du nouveau contenu, puisqu'il a les droits d'édition, mais en aucun cas, il ne peut copier l'existant. Et donc, cette fonctionnalité-là empêche Copilot de venir récupérer le contenu pour le proposer dans les prompts. Nous avons vu beaucoup de fonctionnalités de Microsoft pour View sur les dernières slides. En fonction de votre niveau de licence, vous n'aurez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités présentées. Du pack Microsoft 365 Business Premium jusqu'au pack Microsoft 365 E5 en passant par du E3 et en ajoutant l'add-on E5 Compliance, vous aurez plus ou moins de fonctionnalités. Par exemple, sur la version Business Premium, vous avez un certain nombre de fonctionnalités disponibles comme la prévention contre la perte de données, la gestion du cycle de vie de données, les labels de sensibilité, mais dans des versions limitées. Hop là, on est allé un peu vite là. Tac. Dans les versions Microsoft 365 E3 E5, ces mêmes outils sont disponibles, mais avec un peu plus d'options. Mais il conviendra en amont pour chaque entreprise de bien vérifier les licences afin de pouvoir utiliser ces outils dans le but d'intégrer correctement Copilot pour Microsoft 365. Donc vous aurez la documentation officielle là-dessus. L'utilisation et la restriction de nos plugins pour Copilot. Les plugins pour Copilot sont des extensions qui lui permettent d'accéder à des données et d'utiliser les applications tierces telles que Jira, SAP, Dynamics 365 ou encore Bee.
etc. Dans le but, bien sûr, d'étendre les possibilités. Toutefois, ils peuvent être une source de vulnérabilité. Les utilisateurs disposant d'une licence Copilot pour Microsoft 365 peuvent développer leurs propres plugins, mais aussi des prompts, et que ce soit avec des outils low-code ou pro-code. Et ensuite, une fois que les plugins seront publiés, les possesseurs d'une licence Copilot pour Microsoft 365 pourront les utiliser. Depuis le centre d'administration Microsoft 365, les administrateurs pourront gérer les plugins pour Copilot avec la possibilité d'autoriser ou non les plugins pour l'ensemble des utilisateurs ou des groupes. Dans le centre d'administration Teams, les administrateurs peuvent créer des politiques pour bloquer ou non les applications Teams avec Copilot, enfin les applications compatibles avec Copilot. On va regarder ça en vidéo. Je suis dans mon centre d'administration 365. J'ai ici mon option Copilot et j'ai les settings et notamment mes plugins où par défaut, ils sont autorisés pour tous les utilisateurs. Soit je les refuse pour tout le monde, soit je spécifie des groupes ou des utilisateurs. Et dans Teams, dans le centre d'administration Teams, dans la partie management des applications, je peux lister toutes mes applications et je vais pouvoir les restreindre ou non, que ce soit les applications Microsoft comme les applications non Microsoft. Aujourd'hui, il y en a plus de 2400. Ici, je suis sur mon Copilot sur Teams. J'ai la possibilité de gérer mes plugins, notamment autoriser mon Copilot à aller chercher du contenu à l'externe, et puis d'autres copilotes, d'autres plugins que j'ai activés ici. Et quand je clique sur Autre plugin, ici, il m'affiche ma liste d'applications et notamment, vous avez de recommander celles qui fonctionnent avec Copilot. Donc pour l'instant, vous en avez quelques-unes. Bien sûr, cette liste ne fera que s'agrandir avec le temps. Et après, vous n'avez plus qu'à ajouter l'application. Donc c'est pour ça qu'il est très important de les restreindre au sein du centre d'administration Teams. L'adoption de Copilot. Les entreprises doivent créer une équipe référente dans le but de favoriser l'adoption et promouvoir Copilot auprès des utilisateurs. Et d'ailleurs, n'importe quel outil devrait avoir ce genre d'équipe. Cette équipe aura la charge de définir des utilisateurs pilotes, 5 par exemple, pour tester l'outil afin de réaliser des retours complets et réguliers sur les avantages et les inconvénients en fonction du contexte métier de chaque entreprise. Elle devra également identifier les populations prioritaires pouvant avoir un impact significatif et rapide sur l'utilisation de cet outil. Ils devront fournir également des formations dans le but d'enseigner les bons usages, comprendre à quoi sert l'outil, quelles sont ses limites, afin que les collaborateurs ne baissent pas les bras face à ce changement de paradigme. Pour ce faire, elles pourront s'appuyer sur des guides ou des procédures et même se faire accompagner par des organismes de formation, comme nous par exemple. L'équipe aura à charge de définir des politiques conjointement avec la direction. Dans ces politiques, on retrouvera ainsi des informations selon une liste non exhaustive comme des règles de confidentialité, les risques juridiques, la protection de la propriété intellectuelle de l'entreprise et implicitement sa réputation. L'attribution des licences Copilot. Donc, les administrateurs système de Microsoft 365 devront attribuer les licences Copilot pour Microsoft 365 aux utilisateurs qui sont éligibles. Elles peuvent être commandées sous forme d'add-on directement auprès de Microsoft ou par leur revendeur habituel. Il faut toutefois noter que les licences sont annuelles. Pour attribuer une licence Copilot aux utilisateurs, cela se passe exactement de la même manière qu'une licence Microsoft 365 classique. Vous aurez la possibilité de le faire manuellement directement dans le centre d'administration 365 ou depuis un groupe de sécurité statique ou dynamique à partir du portail Entra. Ou bien encore via l'usage de PowerShell. La vérification de l'adoption et les usages et le Heroes.
Par la suite, donc, au bout de quelques temps d'utilisation, les membres de notre équipe référente seront à l'aune de capturer les commentaires des utilisateurs et mesurer l'impact sur la productivité. Ils pourront également se concentrer sur les rapports d'usage, le score d'adoption disponible dans le centre d'administration Microsoft 365, ainsi que le Copilot Dashboard disponible à partir de Viva Insight. Donc celui-ci, à partir du troisième trimestre 2024, il sera disponible sans coût supplémentaire et sans nécessité d'une licence Viva. Il convient également de se concentrer sur le retour sur investissement de Copilot. Définir les indicateurs clés de performance ainsi que les objectifs de résultat est une nécessité. Vous l'aurez compris, Copilot est un outil pour améliorer la productivité de manière individuelle. Ceci est très important car pour améliorer la productivité organisationnelle, il convient de passer par le côté individuel. Selon les sources officielles de Microsoft, les utilisateurs pilotes rapportent un gain de productivité significatif avec des économies de temps pouvant aller jusqu'à 30 minutes par jour. En moyenne, toujours selon Microsoft, il ne faut pas moins de 11 semaines de déploiement avant les premiers retours positifs. Les statistiques montrent une tendance croissante, mais il est important de respecter quelques points fondamentaux pour optimiser ce retour sur investissement. Tout d'abord, la préparation organisationnelle. Nous sommes effectivement sur une nouvelle technologie, énonciateur d'un bouleversement de nos habitudes. Une préparation insuffisante peut entraîner un déploiement plus lent et un retour sur investissement retardé. La formation et l'adoption par les utilisateurs. La vitesse à laquelle les employés apprennent à utiliser Copilot et l'intègrent dans leur flux de travail au quotidien peut affecter ce ROI. Une formation adéquate et des initiatives d'adoption peuvent accélérer ce processus. Par la suite, les économies de temps réalisées grâce à Copilot devront être optimisées afin que les collaborateurs puissent s'adonner à des tâches qui ne peuvent pas être réalisées par l'IA. Et puis, la conformité, la sécurité des données. Assurer la conformité avec les politiques de sécurité des données et les réglementations peuvent nécessiter des ajustements supplémentaires, influençant ainsi le temps nécessaire pour réaliser un ROI. L'engagement des parties prenantes, l'engagement des dirigeants et des utilisateurs clés peut influencer cette vitesse d'adoption et l'efficacité de l'utilisation de Copilot. Il est important de noter que ces indicateurs ne sont pas exhaustifs et que chaque entreprise peut rencontrer des défis uniques lors de l'intégration de Copilot pour Microsoft 365. Une analyse approfondie des besoins spécifiques de l'entreprise et une planification stratégique sont essentielles pour optimiser ce retour sur investissement. Et en conclusion, ce qu'il faut retenir, votre Copilot pour Microsoft 365 est un outil de productivité alimenté par l'IA et intégré à la suite d'applications Microsoft. Il fournit une assistance intelligente en temps réel aux utilisateurs et s'appuie sur les données de l'organisation. Il permet d'effectuer des tâches telles que l'écriture, la synthèse, la création de contenu, la recherche et la communication d'une manière efficace et créative. Il représente un changement de paradigme dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur logiciel pour augmenter la productivité, libérer la créativité et faciliter la collaboration. Les entreprises devront se préparer, nettoyer, gérer le cycle de vie, étiqueter, sécuriser, contrôler les accès et leurs données, afin que le Copilot puisse agir en toute sécurité et proposer du contenu pertinent et adapté à chaque collaborateur. Il est important pour les entreprises de créer une équipe référente pour favoriser l'adoption et promouvoir Copilot auprès des utilisateurs. Cette équipe devra fournir des formations pour enseigner les bons usages, comprendre à quoi sert l'outil, quelles sont ses limites, afin que les collaborateurs ne baissent pas les bras. L'équipe aura également la charge de définir des politiques conjointement avec la direction pour assurer une utilisation efficace et sécurisée de l'outil. Vous l'aurez compris, la préparation de l'arrivée de votre nouveau collaborateur est plus qu'essentielle pour la réussite de son intégration. Et pour aller plus loin, vous avez donc le lien vers le Digipad
Je vais reprendre la main là-dessus. Je laisse reprendre la main, oui. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour ta présentation. Merci. C'était très fluide, très complet. Donc effectivement, je vais vous mettre alors dans la conversation, je vais vous mettre le lien vers le document, on va dire la page web qui est actuellement affichée. Je vais vous l'épingler, donc elle se trouvera également tout en haut de la conversation. Hop. Donc ce Digipad, en fait, l'idée c'est de regrouper un petit peu des informations que vous pourrez consulter post-webinaire. Donc la première partie, c'est notamment, voilà, on vous a présenté un certain nombre de choses, donc des choses qui ne sont pas forcément spécifiques à Copilot, puisque c'est des bonnes pratiques de sécurité, de gestion de la donnée et de mise en place en fait, des outils de travail collaboratif au sein de l'entreprise. Donc ce sont des choses déjà qui devraient être mises en place au niveau de Microsoft 365 en lui-même. Donc, parmi nos formations, on a une formation d'une journée donc, qui est vraiment dédiée à Copilot pour Microsoft 365 pour les administrateurs. Donc, qui est globalement en fait, ce qu'on a déroulé là, pendant l'heure un quart avec à peu près une synthèse du contenu de cette journée-là. Donc, c'est forcément de façon beaucoup plus détaillée avec beaucoup plus d'ateliers. Ensuite, donc l'aspect important, c'est vraiment l'aspect sécurité. Donc, on a une formation complète de 3 jours, alors qui n'est pas liée à Copilot, hein, qui est une formation vraiment de la sécurité, administrer et protéger les données et la conformité des données avec Microsoft 365. Donc, c'est un cours officiel Microsoft, donc pour lequel on a une prochaine session qui est prévue le 6 novembre. Et on vous fait bénéficier, donc pour les participants, d'une remise de 20% sur cette session. Donc ça, c'est un cours vraiment complet, assez exhaustif sur le sujet. Mathieu a fait un focus assez important sur la deuxième partie du webinaire sur l'outil PureView, donc qui est vraiment l'outil, on va dire, un peu central pour gérer la donnée, en fait, la protection des données. Donc ça, c'est une formation d'une journée. Donc on a une session de planifiée en novembre sur le sujet, donc une session inter. Donc sur vraiment utiliser Microsoft PureView pour protéger les informations et éviter la perte de données, garantir la confidentialité. Et donc Mathieu, à la fin, faisait également référence à un point important, c'est-à-dire que Copilot, aujourd'hui, faut le voir vraiment comme un outil. Si vous vous contentez de mettre à disposition des licences Copilot aux utilisateurs et qu'il n'y a pas un accompagnement de ces utilisateurs sur l'usage, notamment sur la contextualisation de l'usage par rapport à leur métier et à leur façon de travailler, on va dire. Donc ça sera un projet qui réussira peut-être avec des gens qui seront un peu plus à l'aise avec l'outil informatique, un peu motivés, etc. Donc ce sera un échec, on va dire. Donc l'idée, c'est important, alors ça dépend après de la taille de vos organisations, mais il faut qu'il y ait à minima une personne, voire plusieurs, sur des grosses structures, qui soient un peu en charge justement du projet Copilot. C'est-à-dire que on veut changer la façon de travailler au sein des équipes. Il faut une personne qui soit là, qui va être un petit peu la personne qui va apprendre aux gens à travailler avec l'IA, à penser, dès qu'ils ont des tâches à faire, en quoi l'IA peut éventuellement m'accompagner sur la réalisation de cette tâche ou même peut me permettre d'automatiser cette tâche. Donc ces rôles-là, ils sont hyper importants. C'est pas forcément le rôle des équipes IT, on va dire, de la DSI, c'est un rôle intermédiaire. Donc quelqu'un qui a des compétences informatiques, qui est proche des métiers, et donc qui va pouvoir accompagner les utilisateurs pour que le déploiement soit le plus efficient possible. Donc c'est vraiment des rôles importants. Donc là-dessus, on a une formation également d'une journée, donc qui est vraiment dédiée sur ces profils. On vous invite également à nous faire part de comment vous avez trouvé ce webinaire. Donc vraiment, on vous incite vivement à renseigner ce questionnaire de satisfaction dont vous avez le lien ici dans le Digipad. Voilà, donc c'est important pour nous. Mathieu a passé pas mal de temps à préparer ce webinaire, donc c'est important de savoir
Voilà, si ça vous a plu, si vous avez des remarques à faire, ça vient nous enrichir aussi pour l'avenir, en fait, sur ce qu'on pourra vous proposer à l'avenir. Donc c'est important. Si vous répondez à l'ensemble des questions de ce formulaire, à la fin, donc vous aurez la possibilité de cocher une case pour pouvoir recevoir un contenu de formation gratuit, donc qui est en fait un contenu d'1h20, je crois, de mémoire, sur la formation, on va dire une approche de copilote plutôt pour les cadres, donc avec une présentation un peu plus détaillée que ce qui a été fait vendredi sur le fonctionnement même de copilote et sur ce que c'est, et avec justement des contextualisations orientées métier. Si vous souhaitez donc nous contacter, donc on vous a mis le lien vers notre formulaire de contact sur notre site web ainsi que notre adresse email. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc on vous a mis également les liens donc vers nos profils de réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous suivre, Mathieu et moi, sur LinkedIn. On a nos profils sur LinkedIn, donc si vous voulez continuer la conversation suite au webinaire. Mathieu ensuite a mis une liste très très complète de ressources, c'est-à-dire par rapport à tous les sujets qu'il a évoqués dans le webinaire. Donc il vous a mis des liens vers des ressources dédiées, notamment beaucoup sur le site de Microsoft, donc qui permettent de pouvoir aller plus loin, en fait, détailler un peu plus ces aspects-là. Et puis, donc, on viendra compléter ce digipad sans doute cet après-midi, donc avec un pavé supplémentaire dans lequel on ira mettre donc toutes vos questions et les réponses qu'on y aura apportées. Donc, j'ai noté, alors il n'y a pas eu beaucoup, contrairement à vendredi, on avait eu énormément de questions, ce qui était intéressant. Là, j'ai noté uniquement, on va dire, 2 questions pendant le webinaire, peut-être que d'autres ont été posées depuis. Alors, la première, c'est une question de Jean-François Mailloux, qui fait référence en fait aux données, c'est-à-dire que les données des utilisateurs, sous combien de temps en fait elles sont prises en compte par Copilot? Alors, j'ai pas la réponse précise à la question, puisque là, c'est les systèmes sous-jacents de Microsoft qui travaillent et sur lesquels on n'a absolument pas la main. Mais vu comment fonctionne Graph, à mon avis, ça va être très rapide parce que en fait, Graph indexe déjà le contenu. Le contenu est déjà indexé et quand on affecte une licence à l'utilisateur, finalement, notre copilot, il va se baser sur ces index qui sont déjà là. Donc, je pourrais pas répondre de manière précise, mais c'est certainement très rapide. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, j'ai eu ma licence Copilot en début février, je crois, de mémoire. Honnêtement, je m'en suis servi tout de suite et j'ai eu des réponses tout de suite. Même si à l'époque, quand même, les data centers de Microsoft étaient assez chargés. Donc le système n'était pas toujours capable de répondre, mais c'était plus des problèmes de performance pour le coup. Ce qui s'est totalement atténué maintenant, hein. Il répond dans des délais tout à fait corrects. Et en tout cas, donc de mon expérience professionnelle, j'ai eu des retours très rapides, hein, quasiment instantanément. Donc c'est pareil, moi à l'usage aussi de ce que j'en ai vu, c'est que alors après ça dépend dans quel contexte après vous utilisez ou vous faites référence à ces données-là. C'est-à-dire que souvent quand on est dans Copilot Chat, alors le chatbot générique, c'est là où on voit les données apparaître en premier lieu avant de les voir dans les copilotes qui sont intégrés dans les applications. Donc, c'est de l'ordre de, on va dire, 1 heure ou 2 au maximum. Peut-être que ça s'est même amélioré depuis. Mais l'indexation, elle est permanente. Donc après, il y a le temps que ça se propage dans les différents services, dans les différents copilotes, on va dire, des applications. Mais voilà, l'idée, c'est que ça soit fait en continu au fil de l'eau. Après, il y avait une autre question, Mathieu, sur la raison du pourquoi du 1 Tera de stockage sur OneDrive, puisque notamment cette même personne, donc, qui est Daniel Placci, indiquait lui avoir mis des quotas à 100 gigas au niveau de ses utilisateurs et voulait savoir si ça allait avoir des impacts en termes d'utilisation.
Je me suis posé exactement la même question, puisque en fait, ce 1 Tera de stockage, c'est ce qui est officiellement écrit sur le LAMP de Microsoft quand on lit la page des prérequis. En fait, Microsoft, je pense, prend large pour éviter tout problème, puisque pour que Copilot puisse fonctionner correctement, le contenu doit être stocké soit sur OneDrive, soit sur SharePoint. Et en l'occurrence, lorsque vous faites des réunions Teams en session de chat uniquement, pas forcément dans les équipes, vos réunions d'enregistrement ainsi que le transcript, qui est absolument indispensable pour Copilot, s'enregistrent dans votre OneDrive. Et si vous commencez à faire quelques heures de réunion, ben, ça va faire quelques gigaoctets de vidéos. Donc, il va falloir de la place sur OneDrive. Donc, effectivement, pour ne pas prendre de risques, je pense que Microsoft a mis le quota de 1 Tera, qui est en fait le quota de base de OneDrive lorsqu'un utilisateur se voit provisionner d'une licence business, enterprise ou éducation. Le quota à 100 Go, tout dépend du contenu qui est présent sur le OneDrive, bien entendu, mais il faudra peut-être penser justement à l'augmenter. Parce que du coup, les utilisateurs vont changer leur manière de travailler et risquent probablement d'enregistrer plus souvent les vidéos ou à minima le transcript. Bon, après, si c'est juste le transcript, ça va parce que c'est ni plus ni moins que du texte. Voilà la raison. Après, il y a un autre aspect aussi qui rentre en jeu. C'est effectivement, l'idée, c'est de donner un espace large pour éviter aux utilisateurs éventuellement de devoir en permanence faire du ménage dans leur espace de stockage parce qu'ils auraient atteint les limites. Donc en ayant la contrainte de devoir supprimer des fichiers. Mais si vous faites ça, le problème c'est que vous allez enlever des informations à Copilot, donc il va être beaucoup moins pertinent dans son fonctionnement et dans les réponses qu'il va pouvoir formuler. Copilot gère également, à partir du moment où vous stockez des fichiers dans OneDrive, il y a un système également d'historique de fichiers. Donc ça, il est capable de le gérer, l'historique. Donc si vous supprimez des ressources ou si lui il est obligé de faire de l'optimisation sur vos ressources, en fait, vous allez perdre cette pertinence. Et puis c'est également pour éviter, c'est-à-dire que on a vu que l'aspect vraiment important, il est autour de la maîtrise de la donnée. C'est aussi pour éviter que vos utilisateurs, parce qu'ils n'auraient pas assez d'espace de stockage dans OneDrive, soient amenés à se dire bah tiens, je vais aller stocker ça sur d'autres espaces de stockage externes qui sont hors, on va dire, hors gestion de la DSI, donc qui ne sont pas maîtrisés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez en péril dans ce cadre-là la sécurité des données et la conformité des données. Donc c'est vraiment pour être sûr qu'en fait, que les utilisateurs utilisent au mieux l'espace de stockage qui leur est mis à disposition. Il y a de fortes chances aussi que Copilot soit optimisé pour fonctionner avec des données qui sont stockées dans OneDrive ou SharePoint. Voilà. Alors, c'était tout ce que j'avais noté comme question pendant. Oui. Après, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a une taille mini de la structure pour que ce soit intéressant? En fait, celle-là, je pense je peux y répondre. Oui. Vendredi, on a vu qu'il y avait deux types de licences Copilot. Vous avez Copilot pour Microsoft 365, donc qui est vraiment la licence pour les entreprises, les organisations. Et vous avez Copilot Pro qui est pour l'abonnement Microsoft 365 Famille. Donc en fait, même si vous êtes tout seul, Copilot peut avoir un intérêt puisque il va indexer l'ensemble de vos données, fichiers, toutes vos communications, mail, Teams, etc. Donc c'est un outil intéressant pour pouvoir retrouver facilement de l'information ou exploiter facilement de l'information pour réaliser des tâches ou pour des nouveaux besoins. Donc déjà en soi c'est un outil de productivité. Après c'est l'aspect créatif qui est apporté par l'outil. Ce n'est ni plus ni moins que ce que
on connaît depuis les débuts de ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir Copilot comme étant ni plus ni moins que l'intégration de ChatGPT par Microsoft dans les outils Microsoft. Donc le principal apport que l'on a par rapport à du ChatGPT, c'est d'une part, donc Mathieu l'a précisé en début de session, c'est le fait que les données restent la propriété de l'entreprise. Elles ne sont pas sauvegardées chez Microsoft, elles ne servent pas à alimenter le modèle d'IA. Donc là, il y a une couche de protection de la donnée qui est fournie par Microsoft, qui est quand même assez intéressante de base. Mais après, vous allez retrouver exactement les mêmes possibilités en fait de génération de contenu que ce qu'on a avec du chat GPT, avec l'intérêt que ça soit contextualisé dans les applications, donc une meilleure intégration. Aujourd'hui, l'aspect un peu qui peut être parfois un peu déceptif, c'est on pourrait se dire, bah tiens, il va pas jusqu'à faire ça, notamment de faire du pilotage inter-application. Par exemple, à l'issue d'une réunion Teams où on a un compte rendu de réunion, on a défini un plan d'action, on a défini éventuellement qu'on voulait faire une nouvelle réunion dans une semaine, etc. Il n'est pas en capacité actuellement de pouvoir aller planifier un nouveau rendez-vous dans l'agenda ou de créer des tâches dans un planeur. Par contre, ça, ce sont des choses qui sont prévues. Ça a été annoncé par Microsoft dans la Microsoft Build il y a quelques semaines. Donc ça va arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc il n'y a pas de time mini, c'est-à-dire que l'usage, plus vous avez un volume de données important à la base, et plus forcément Copilot sera alimenté et donc pertinent pour vous assister au quotidien. Donc l'importance de mettre en place une équipe référente au sein de l'organisation, c'est vraiment aussi pour enseigner, on va dire, aux salariés le fait de changer leur façon de travailler, leur façon de penser dans la réalisation de leurs tâches. Avant de se mettre à faire une tâche, c'est de se dire, voilà, en quoi Copilot peut éventuellement m'assister dans la réalisation de cette tâche. Et en pensant comme ça, ce que moi je fais déjà depuis plusieurs mois et je le faisais déjà avec ChatGPT, bah en fait on gagne un temps, alors c'est pas forcément tous les jours, mais sur certaines tâches très précises, on peut des fois gagner des heures. Donc c'est vraiment important. Et la chose importante, c'est jamais de faire confiance à une IA, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de faire un copier-coller de ce qui est fourni, toujours bien relire ce qu'elle fait, parce que bah, l'IA voilà, peut aussi avoir on va dire des hallucinations et donc faire des réponses qui ne sont pas justes ou pas forcément complètes aussi. Alors, autre question. Est-ce que tout ce qui a été présenté est compatible avec le BYOK? Alors, l'application Copilot peut parfaitement s'installer sur un appareil personnel. Et puis, dès lors, on s'authentifie avec donc ces identifiants de son tenant 365. Si vous gérez votre appareil avec un outil tel que Intune, où effectivement vous avez la possibilité donc d'utiliser votre appareil personnel pour des applications professionnelles, qui crée notamment une espèce de sandbox sur l'appareil personnel pour isoler les applications d'entreprise, eh bien oui, Copilot est compatible avec ce genre d'usage. Tout à fait. Ok. Et dernière question, et ensuite on s'arrêtera là. Existe-t-il une liste permettant de savoir exactement sur quoi Copilot peut s'appuyer dans l'entreprise, comme les Teams publics, les SharePoint publics, les calendriers des personnes qui peuvent être lus par l'organisation, etc., afin de mieux gérer et vérifier les accès qu'a Copilot? En PowerShell, oui, vous pourrez le faire avec les commandes SharePoint, avec un get-repo site et en filtrant sur les settings des sites, effectivement. En graphique, est-ce qu'on peut afficher tous les sites publics? Peut-être. Peut-être qu'il y a des filtres qui permettent de le faire. Sur notamment le centre d'administration SharePoint, il faudrait jeter un petit coup d'œil ici sur les différentes colonnes que l'on a.
au niveau des sites. Si on en a une qui pourrait correspondre, parce qu'on en a une qui permet de voir si le partage externe est activé ou non, déjà. Et est-ce que j'en ai une autre qui pourrait m'indiquer si mon site est public ou pas? A priori, non. Et à partir du centre d'administration 365, si je vais voir mes groupes à partir d'ici, est-ce que... Bah, si, voilà, on peut le voir ici. Dans le centre d'administration 365, on a la partie privacy. Donc, on peut le voir. Et ça, si on veut traiter dans un fichier Excel, on a la capacité d'exporter la liste pour pouvoir le traiter dans un fichier Excel et faire éventuellement des tableaux croisés dynamiques. Ok, et donc on a eu alors une précision sur la partie Bring Your Own Key. En fait, la question, c'était surtout de savoir s'il y avait un chiffrement des données. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le cas de le contrat, on va dire, qui est établi avec Microsoft, c'est que toutes les données qui sont transmises à Copilot pour son fonctionnement, en fait, sont chiffrées de bout en bout. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais pour moi, c'est ça. Alors, pour rebondir là-dessus, quand on utilise les labels de sensibilité, donc on peut chiffrer éventuellement un document qui utilise donc du coup l'Azure Write Management et sur le portail Purview, on a aussi la possibilité dans les labels de définir une seconde clé. Donc je pense que ça répondra à la question. Tac. Ici, j'ai mes labels. Je vais en éditer un. Là. Ici, on a la possibilité d'ajouter une seconde clé. Et donc, il faudra fournir son URL. Et avoir. Alors après, bon, il y a un learn ici qui explique comment ça fonctionne. J'ai jamais eu l'occasion de tester ça, mais je pense que du coup, ça pourrait répondre à la question. Mais est-ce qu'on peut du coup apporter un certificat issu de sa propre PKI? Bon, à vérifier. Je pense que oui, mais à vérifier. Très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Merci Mathieu. J'espère du Merci. coup que si tu peux juste repasser sur le PowerPoint, Mathieu, et remettre la diapo suivante. Donc, pour rappel, hein, donc le Digipad, donc vous avez trouvé dans le module de conversation, donc d'épingler tout en haut le lien vers le Digipad, comme ça vous aurez accès à toutes les ressources. On mettra également les questions-réponses. Donc merci pour votre participation, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez ici donc nos adresses pour nous contacter et nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous, alors il n'est pas noté ici, mais vous avez dû le recevoir normalement si vous êtes abonné à notre newsletter. Donc ça sera le lundi 24 juin. Donc on a une journée complète de formation gratuite donc sur le cours officiel Microsoft AZ900, donc qui est sur les fondamentaux Azure. Donc ouais, il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible et intéressé. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.